En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, il y a une petite planète naine à près de 6 milliards de kilomètres d'ici qui fait quelque chose qu'elle ne devrait pas être capable de faire. Elle se refroidit toute seule, avec son propre ciel, sans aide extérieure. Pendant presque un siècle, on a regardé Pluton comme un caillou mort, gelé, oublié dans le coin le plus sombre du système solaire. Et il se trouve qu'on s'est trompé sur toute la ligne. Ces dernières années, le télescope spatial James Webb a pointé son miroir vers ce minuscule point de lumière perdu dans le noir. Et ce qu'il a rapporté a laissé les scientifiques sans explication nette. 3 découvertes, l'une après l'autre, chacune plus étrange que la précédente. Un monde qui fabrique son propre froid. Une neige d'ingrédients de la vie qui tombe sans interruption depuis 4 milliards d'années. Et une planète naine qui est en train de voler son atmosphère à sa propre lune. Voilà ce que le Webb a vu, pourquoi ça ne devrait pas être possible, et pourquoi ça bouleverse ce qu'on croyait savoir sur les confins du système solaire. Je suis votre guide, et c'est exactement le genre d'histoire que vous trouverez sur cette chaîne. Si l'espace expliqué avec des données réelles et sans exagération vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Le Webb continue de regarder vers Pluton tous les quelques mois et nous serons là pour vous raconter chaque nouvelle chose qui lie des niches. Maintenant, revenons au tout début, parce que l'histoire de Pluton est bien plus bizarre que celle dont vous vous souvenez. Nous sommes en 1930. Dans un observatoire posé au milieu du désert de l'Arizona, on confie à un jeune homme de 24 ans, Clyde Tombaugh, l'une des tâches les plus ingrates qu'on puisse imaginer. Photographier le même morceau de ciel nocturne, nuit après nuit, puis comparer les plaques une par une, à la recherche d'un unique point lumineux qui aurait bougé. La plupart des nuits, il ne trouvait rien, absolument rien. Jusqu'à ce qu'en février, quelque chose se déplace. Un tout petit point avait changé de position par rapport au fond d'étoiles fixes. Ce point, c'était Pluton. Pendant près d'un siècle, Pluton a été la 9e planète du système solaire. La plus lointaine, la plus petite, la plus mystérieuse. Elle était tellement loin que même les plus grands télescopes terrestres n'arrivaient à en faire qu'une tache floue. On ne connaissait pas sa taille réelle, on ne savait pas de quoi elle était faite. On n'était même pas certain qu'elle possédait une atmosphère. Et puis, en 2006, il s'est passé quelque chose qui n'est arrivé à aucun autre monde dans toute l'histoire de l'astronomie. L'Union astronomique internationale a organisé un vote et elle l'a rétrogradé. Du jour au lendemain, Pluton a cessé d'être une planète pour devenir une planète naine. Découverte, célébrée, puis effacée de la catégorie qui l'avait rendue célèbre. Pour beaucoup de gens, l'histoire s'arrêtait là. Pluton était petite, elle était à des distances vertigineuses, il était facile de la ranger au rayon des choses sans importance. Mais cette idée n'a pas survécu au premier vrai contact avec les données. Et ce contact est arrivé à l'été 2015. Après un voyage de 9 ans et demi à travers des milliards de kilomètres de vide absolu, une sonde de la NASA baptisée New Horizons est passée près de Pluton à près de 50 000 km par heure. Et elle n'avait qu'une seule chance. Une. Pas d'orbite. Pas de deuxième passage. À peine une fenêtre de quelques minutes pour capturer tout ce qu'elle pouvait avant de repartir vers l'obscurité, pour toujours. Ce qu'elle a renvoyé a pulvérisé nos certitudes. À la surface est apparue une immense plaine pâle en forme de cœur. Lisse, étonnamment jeune, entourée d'un terrain ancien et criblé de cratères. Des montagnes faites de glace d'eau, tellement gelées à ces températures qu'elles se comportent comme de la roche solide, s'élevant à plus de 3000 mètres vers un ciel mince et brumeux. Des champs de glace d'azote qui semblaient être bougés très lentement, comme si quelque chose, dessous, était encore vivant. Et couche après couche, une brume bleue qui montait à des centaines de kilomètres au-dessus du sol. Pluton n'avait pas l'air d'un bout de roche gelée, resté là depuis la formation du système solaire. Elle avait l'air d'un monde qui était encore en train de devenir quelque chose. Mais New Horizons n'a eu droit qu'à ce seul regard. Elle a capturé ce qu'elle a pu et elle a poursuivi sa route pour ne jamais revenir. Tout ce qui lui avait échappé allait rester un mystère pendant des années, parce que ce dont les scientifiques avaient désormais besoin, ce n'était pas d'une photo plus jolie. Ils avaient besoin de lire la chimie de Pluton directement depuis des milliards de kilomètres sans envoyer une nouvelle sonde. Et pendant longtemps, ça a semblé impossible, jusqu'à l'arrivée du James Webb. Et voici la différence essentielle, celle qui rend tout le reste possible. Le Webb ne vole nulle part, il ne s'approche de rien. Il ne prend pas de photos au sens où vous l'imaginez. Ce qu'il fait, c'est lire la lumière. Voici comment se le représenter. Imaginez que vous puissiez prendre le faible reflet de soleil qui rebondit sur Pluton et le faire passer à travers un prisme pour l'étaler en toutes ses couleurs, longueur d'onde par longueur d'onde. Chaque molécule laisse dans cette lumière une signature précise, une sorte d'empreinte digitale.
À partir d'un simple point lumineux distant de milliards de kilomètres, le Webb peut donc vous dire quelles molécules sont présentes, quelle température règne dans chaque couche de l'atmosphère et comment tout cela évolue dans le temps, sans bouger de son poste. Mais il y avait un obstacle énorme. Vu depuis le Webb, Pluton et sa lune Charon sont tellement collés l'une à l'autre dans le ciel que séparer la signature de chaleur de chacune relevait presque de l'impossible. Pendant des années, les télescopes précédents ont essayé, encore et encore, et ils échouaient à chaque fois. Non pas parce que le signal n'existait pas, mais parce qu'ils ne parvenaient pas à distinguer quelle part de la chaleur venait de Pluton et quelle part venait de Charon, juste à côté. Le miroir géant du Webb et ses instruments infrarouges ont enfin résolu ce problème. À partir de 2022, une fois tout calibré, le télescope s'est tourné et a visé Pluton. Ce qu'il a reçu en retour ressemblait moins à une carte postale qu'à un bilan médical complet, et le premier résultat, tout simplement, n'avait aucun sens. Tout commence avec cette fameuse brume bleue que New Horizons avait photographiée en 2015. On savait déjà que Pluton possédait une atmosphère extrêmement fine, enveloppée dans une sorte de voile de particules. Ce que personne n'avait confirmé, c'était le rôle exact de cette brume sur le monde en dessous. En 2017, un chercheur nommé Xi Zhang, à l'Université de Californie, a proposé une idée qui, à l'époque, sonnait complètement à l'envers. Sur Titan, une lune de Saturne, la brume piège la chaleur et réchauffe ce qui se trouve dessous, comme une couverture. Zhang a posé une question simple. Et si sur Pluton, c'était exactement l'inverse ? Et si cette brume absorbait la lumière du Soleil pendant la journée, puis renvoyait toute cette énergie vers l'espace sous forme de chaleur infrarouge, plus vite que l'atmosphère ne peut la retenir ? Autrement dit, la brume n'agirait pas comme une couverture, elle agirait comme un radiateur. Elle évacuerait activement la chaleur d'un monde qui n'a déjà presque plus rien à perdre. Sur le moment, l'idée a paru saugrenue à beaucoup de ses collègues. Et surtout, aucun instrument n'était capable de la vérifier, jusqu'au Webb. Une équipe menée par l'astronome Tanguy Bertrand, de l'Observatoire de Paris, a utilisé le télescope pour mesurer directement l'atmosphère de Pluton. Les résultats, publiés dans la revue Nature Astronomy en juin 2025, ont confirmé presque exactement ce que Zhang avait prédit 8 ans plus tôt. La partie haute de l'atmosphère de Pluton se refroidit réellement, à cause de ces mêmes particules de brume qui flottent en son sein. Une trentaine de degrés plus froide qu'elle ne le serait sans elle. Retenez bien ça, parce que c'est le point important. Les scientifiques décrivent aujourd'hui ce phénomène comme un type de climat entièrement nouveau, un climat qui ne fonctionne comme aucune autre atmosphère étudiée dans tout le système solaire. Arrêtez-vous une seconde là-dessus. Pluton n'est pas froide, seulement parce qu'elle est loin du Soleil. Dans un sens très concret, Pluton se réfrigère elle-même. Et le plus troublant, c'est que d'autres mondes brumeux, comme Triton, la grande lune de Neptune, font peut-être exactement la même chose, en silence. Il se pourrait même que le ciel de la Terre ait ressemblé à ça, il y a des milliards d'années, avant que l'oxygène n'existe. Mais cette même brume cache un deuxième secret. Plus discret, tout aussi étrange. Même le mince filet de lumière solaire qui parvient jusqu'à Pluton, si faible que là-bas, midi ressemble davantage à l'un de nos crépuscules, suffit à briser les molécules de méthane en haut de l'atmosphère. Et ces morceaux brisés ne disparaissent pas. Ils se recombinent, en composés plus lourds, dans une réaction en chaîne qui finit par fabriquer de fines particules brun-rougeâtres appelées tholins. Ces particules retombent lentement et se déposent à la surface. Et voici le détail qui laisse les gens sans voix. Les tholins appartiennent à la même famille de molécules organiques qui, selon certains chercheurs, sont tombées sur la Terre primitive et ont peut-être fourni la matière première de la chimie qui, avec le temps, a donné naissance à la vie. Sur Pluton, ce même processus tourne depuis environ 4 milliards d'années. Pensez à ce que ça signifie. Une chute de neige, lente et continue, faite d'ingrédients de la vie, qui tombent sur une surface bien trop gelée pour que ces ingrédients puissent un jour s'éveiller. Et quand je dis gelé, je parle d'un froid difficile à concevoir. La lumière du Soleil qui atteint Pluton est environ 1000 fois plus faible que celle qui nous arrive. La température au sol tourne autour de 230 degrés en dessous de zéro. Plus froid que le point le plus glacial jamais enregistré sur notre planète. À ce niveau de froid, l'azote, ce gaz que vous êtes en train de respirer, gèle entièrement et devient solide. L'air qui vous entoure ferait partie du sol. Voilà pourquoi les scientifiques sont si fascinés par ce monde. C'est un laboratoire naturel où la même chimie qui sur Terre s'est achevée il y a des milliards d'années continue de se dérouler aujourd'hui en direct sous nos télescopes. Au passage, si à ce stade tout ça vous retourne le cerveau autant que moi, laissez-moi un commentaire avec le mot Pluton. Ça m'aide à savoir que vous voulez plus de vidéos de ce genre. Parce que la découverte suivante est, pour moi, la plus dérangeante de toutes.
Il ne s'agit plus de ce que Pluton se fait à elle-même. Il s'agit de ce qu'elle fait à sa Lune. Pluton perd son atmosphère depuis des milliards d'années. Peu à peu, le méthane et d'autres molécules légères montent dans cette fine enveloppe de gaz, échappent à sa faible gravité et filent vers l'espace. Les scientifiques s'en doutaient déjà. Mais pendant longtemps, personne ne savait où finissait tout ce matériau, parce qu'il ne se perdait pas simplement dans le vide. Quelque chose le capturait, et ce quelque chose, c'est Charon, la plus grande lune de Pluton, un monde de glace d'environ 1200 km de large, en orbite si proche que les deux forment un couple d'une étrangeté rare. L'essentiel de Charon est fait de glace d'eau, grise, ancienne, criblée de cratères, sauf aux pôles. Les pôles de Charon sont teintés d'un brun rougeâtre intense, plus sombre que tout le reste de cette lune. Pendant des années, les chercheurs ont soupçonné un lien entre cette couleur et le matériau qui s'échappait de Pluton, mais ils n'avaient aucun moyen de le confirmer. L'explication tient aux saisons de Charon, qui sont d'une lenteur et d'une longueur inouïes à cause de son inclinaison. L'un de ces pôles passe plusieurs décennies d'affilée dans une obscurité totale. Cela en fait un piège froid parfait. Le méthane qui s'échappe de Pluton voyage dans l'espace, arrive jusque-là et gèle sur la surface glacée, tout simplement parce qu'il n'y a pas la moindre chaleur pour le maintenir à l'état gazeux. Il s'y accumule pendant des années, et quand la lumière du soleil finit par revenir, elle ne fait pas fondre ce méthane, elle le transforme. Le rayonnement ultraviolet brise ces molécules gelées et les réarrange en composés plus lourds et plus rouges, gravant cette couleur de façon permanente. Prenez un instant. Deux mondes liés l'un à l'autre, qui échangent de l'atmosphère et de la couleur dans une danse au ralenti, en cours depuis bien avant qu'aucun des deux ne porte un nom. Mais Charon gardait encore une surprise, et elle est apparue en 2024. En octobre de cette année-là, une équipe dirigée par la chercheuse Silvia Protopapa de l'Institut de recherche du Sud-Ouest a utilisé les données du web pour confirmer deux choses jamais détectées auparavant sur cette lune. D'abord, du dioxyde de carbone. Oui, le même gaz que vous expirez à chaque respiration, gelé à la surface de ce monde lointain. Ensuite, du peroxyde d'hydrogène, l'eau oxygénée, ce composé qu'on utilise parfois pour désinfecter une plaie, gelé lui aussi. Selon l'étude, le dioxyde de carbone vient probablement de sous la surface, mis au jour par d'anciens impacts. Le peroxyde d'hydrogène, lui, semble s'être formé au fil d'innombrables années de rayonnement, frappant la glace d'eau et la réorganisant en quelque chose de nouveau. Une couche de plus dans un monde qui, plus on le regarde, plus il se révèle complexe. Un monde qui, de l'extérieur, ressemblait à une simple boule de glace sans intérêt. Mais avec tout ça sur la table, une question vous trotte sûrement dans la tête. À quoi ça ressemblerait, vraiment, de se tenir debout, là-bas, à la surface de Pluton ? Le tableau est difficile à imaginer, tant qu'on ne vous le décrit pas. Le soleil serait toujours là, visible, mais réduit à un point de lumière intensément brillant, plus petit qu'une tête d'épingle tenue à bout de bras. Il ne donnerait ni chaleur ni éclat. Vous pourriez le fixer sans qu'il vous gêne le moins du monde. Le ciel autour de vous baignerait dans une pénombre bleu-gris permanente, épaissie par la brume. Jamais tout à fait le jour, jamais tout à fait la nuit. Juste une demi-lumière immobile. Et le sol sous vos pieds ne se comporterait pas du tout comme la glace d'ici. À près de 230 degrés sous zéro, la glace d'eau cesse d'être glissante et devient dure comme la pierre. Si dure qu'elle sonnerait presque comme du métal si vous la frappiez. L'atmosphère, environ 100 000 fois plus fine que la nôtre, ne vous servirait à rien pour respirer. Même si, pour être honnête, le froid extrême congèlerait votre peau exposée presque instantanément, bien avant que le manque d'air ne devienne votre vrai problème. Et au-dessus de votre tête, planté toujours au même endroit du ciel, sans jamais bouger, il y aurait Charon. Les deux mondes sont tellement proches en taille qu'ils ne tournent pas l'un autour de l'autre comme la Terre et la Lune. Ils tournent autour d'un point vide, situé entre eux, en se présentant toujours exactement le même visage. Un face-à-face silencieux qui dure depuis des milliards d'années. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le sol de Pluton cache des choses qui n'existent nulle part ailleurs. Dans une région que les scientifiques ont baptisée Tartarus dorsa, New Horizons a photographié quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur aucun autre monde. Des rangées entières de lames de glace acérées, gigantesques. Certaines dépassent les 400 mètres de haut. Et elles ne sont pas faites de glace d'eau, mais de méthane gelé, alignées en crêtes parallèles qui s'étirent à travers le paysage. Sur Terre, il existe une version bien plus petite de ce phénomène, dans certains déserts d'altitude. On les appelle des pénitents, et ils dépassent rarement la taille d'une personne. Ils se forment quand le soleil fait fondre la glace de façon inégale, la sculptant peu à peu en lames pointues. Sur Pluton,
Le même processus semble s'être déroulé à une échelle démesurée et pendant infiniment plus longtemps. Une analyse de 2025 suggère que ces lames pourraient entourer jusqu'à 60% de l'équateur de Pluton, formant un anneau presque complet de terrain tranchant et gelé. Et ce n'est pas fini. Au sud de la fameuse plaine en forme de cœur se dressent deux énormes montagnes que les scientifiques peinent encore à expliquer. L'une culmine à environ 4000 mètres. L'autre pourrait atteindre 6000 avec une base aussi large que celle des plus grands volcans terrestres. Toutes deux présentent une profonde dépression au sommet et des pentes irrégulières qui rappellent furieusement de la lave refroidie. Le problème, c'est que, sur Pluton, il n'y a pas de roches en fusion. Si ces montagnes sont bien ce qu'elles semblent être, alors ce sont des cryovolcans. Des volcans qui n'éruptent pas de la pierre fondue, mais un mélange épais d'eau, d'ammoniac et de méthane, poussé vers le haut depuis un endroit profond, sous la croûte gelée. Et ça mène droit à la plus grande question de toutes. Car pour qu'une telle chose soit possible, il a fallu de la chaleur. De la vraie chaleur, sous cette coquille de glace. Et s'il y a de la chaleur là-dessous, que pourrait bien cacher Pluton d'autre ? La réponse la plus audacieuse et la plus débattue aujourd'hui tient en deux mots. Un océan caché. De l'eau liquide, piégée peut-être à 150 ou 160 km sous la surface, maintenue liquide par la chaleur très lente que dégage la désintégration radioactive des éléments présents dans le noyau rocheux de Pluton. La preuve n'est pas une photo, c'est un motif. Les fractures et les crêtes de la surface sont disposées exactement comme on s'y attendrait s'il y avait en dessous une couche d'eau liquide en train de se déplacer lentement. Et cette fameuse plaine en forme de cœur se situe juste au-dessus d'un point où semble se concentrer quelque chose de plus dense. Pourquoi les scientifiques prennent-ils l'idée si au sérieux, même sans preuve directe ? Parce qu'on soupçonne déjà l'existence d'océans semblables sous la glace d'Europe, une lune de Jupiter et d'Encelade, une lune de Saturne, qui projette même des jets de vapeur d'eau dans l'espace. Si un monde aussi petit et aussi froid que Pluton cache quelque chose comme ça, alors ces océans dissimulés pourraient être bien plus communs qu'on ne le pensait aux confins du système solaire. Et si cet océan existe vraiment, il est là depuis des milliards d'années. Totalement scellé, sans lumière, sans rayonnement, sous une pression énorme et dans un isolement complet. Ce serait l'un des environnements les plus étranges qu'on puisse imaginer pour les conditions de base dont la vie a besoin. Un océan sans aucun lien direct avec une étoile. Mais voici la partie frustrante. Pour l'instant, il n'existe aucun moyen de confirmer quoi que ce soit, parce qu'aucune mission financée n'est prévue pour retourner vers Pluton. Ni atterrisseur, ni orbiteur, rien dans les cartons. Et la raison est simple, même si elle fait mal. Un voyage vers le système solaire externe coûte une fortune et prend un temps fou. Il faut plus d'une décennie, rien que pour arriver. Et ensuite, comme New Horizons l'a vécu, à peine une fenêtre minuscule pour récolter des données avant de repartir. Les agences spatiales doivent choisir, et ce sont presque toujours les missions plus proches, celles qui donnent des résultats en quelques années, plutôt qu'en quelques décennies, qui l'emportent. Les mondes glacés et lointains comme Pluton restent sur le carreau. Pour l'instant, le web est notre seul outil. Tous les quelques mois, quand Pluton revient dans son champ de vision, le télescope y jette un nouveau coup d'œil, ajoute une donnée de plus et rend presque toujours le tableau plus étrange qu'il ne l'était. Et voici le détail qui vous accompagne longtemps après la fin de cette vidéo. Pluton n'est pas remarquable seulement par l'endroit où elle se trouve. Elle vit à l'intérieur de la ceinture de Kuiper, un anneau gigantesque de débris glacés au-delà de Neptune qui compte des centaines de milliers d'objets, et sans doute plus d'1 milliard de comètes. Une région d'une taille impossible à concevoir, des centaines de fois plus vaste que la célèbre ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et elle est presque entièrement inexplorée. Une seule sonde, New Horizons, s'y est aventurée. Une seule. Réfléchissez-y. Si une petite planète naine qu'on avait déclarée morte cachait tout cela, un ciel qui se refroidit tout seul, une atmosphère qui fuit vers sa lune, et peut-être un océan sous la glace, il n'y a aucune raison de croire qu'elle est la seule, là-bas, à faire des choses pareilles. C'est simplement la seule assez proche pour qu'on puisse la voir. Pluton n'a jamais été la fin du système solaire, elle en était la porte d'entrée, et nous commençons à peine à la franchir. Si cette histoire vous a fait regarder ce minuscule point de lumière autrement, abonnez-vous. Le web continue de viser là-bas tous les quelques mois et la prochaine série de données pourrait tout changer, encore une fois. Et dites-moi en commentaire, des 3 découvertes, laquelle vous a le plus marqué. On se retrouve dans la prochaine.